David Kelezewski, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Nous vous avons sollicité parce que vous êtes actuellement, vous êtes journaliste, mais vous êtes également doctorante aujourd'hui à l'université de Tel Aviv et vous travaillez dans le cadre de votre doctorat sur, on va dire, ce que l'on peut appeler l'art du discours, en particulier dans la classe politique israélienne. Je ne me trompe pas, c'est exact, c'est précis, Alors la discipline s'appelle l'analyse de discours. l'analyse des discours. Discipline académique qui effectivement ces 40 dernières années se développe sur plusieurs continents. Alors, nous avons sollicité, après le discours prononcé hier par Binyamin Netanyahou devant les représentants du judaïsme américain, la conférence des présidents qui s'est tenue à Jérusalem, un discours de Binyamin Netanyahou, on va dire, tout à fait, on peut le dire, assez impressionnant, surtout dans le contexte dans lequel il a été prononcé, alors que Binyamin Netanyahou est, on le sait, l'objet donc d'enquêtes, de multiples enquêtes judiciaires. La première, je voudrais tout d'abord vous poser une question générale. Comment avez-vous, quels sont les, on va dire, les éléments que vous avez remarqués dans ce discours de Binyamin Netanyahou, outre le fait qu'il n'a peut-être pas du tout, qu'il a en tout cas pas du tout mentionné ces enquêtes? Écoutez, l'analyse, à mon avis, de ce discours d'hier est peut-être plus complexe qu'il en a l'air. Il y a on peut le lire sur plusieurs plans, plusieurs niveaux de lecture. Alors, vous l'avez rappelé, Benjamin Netanyahou s'adressait à des dirigeants juifs américains en visite en Israël. Alors, une première lecture, en premier plan, on a retrouvé hier un côté très théâtral de Benjamin Netanyahou lorsqu'il s'exprime en anglais. Le Premier ministre aime s'entourer d'accessoires. Cette semaine déjà, un aileron du drone iranien abattu au-dessus d'Israël, aileron qui avait été brandi lors de la conférence de Munich sur la sécurité. Hier, nouvelle mise en scène, Oui. Netanyahou s'est mis dans la peau d'un professeur d'école ou professeur d'université. Il a accompagné la plupart de ses propos, de ses démonstrations, point par point. Il a accompagné d'illustrations, de cartes, d'un stylo laser. Face à son public, un écran avait été dressé. Il s'est montré très décontracté et il a présenté de très nombreuses données chiffrées comme dans un cours. Toutes les matières ont été abordées, économie, géographie, géopolitique. Alors, je le disais, premier niveau de lecture, empêtré dans les affaires. Le Premier ministre a fait hier le bilan des succès israéliens à l'international. Il n'a pas dit un mot des affaires. Autrement dit, il tente de faire diversion. Il fait exprès de prendre de la hauteur, de parler de la grande politique, de relations internationales, de géopolitique, avec une intention que certains opposants pourraient qualifier de manipulatoire. Son objectif à court terme, faire oublier les affaires qui se succèdent, arrêter l'hémorragie des révélations. Sauf que de ce point de vue-là aussi, on peut mettre en perspective d'un côté donc des soupçons de corruption locaux, internes, de corruption, une affaire israélienne, et de l'autre, les affaires internationales, un prestige international dont il a pu se vanter. Et pourtant, ça c'est un premier niveau de lecture, et pourtant on ne peut pas s'arrêter là, parce qu'à mon avis, ce discours peut être déjà considéré comme un discours de campagne électorale. Et là, pourquoi? Bien sûr, en détail, parce que ici, hier, Benjamin Netanyahou a essayé de faire la démonstration et essayer de démontrer dans quelle mesure Israël connaît un apogée diplomatique qu'il n'a jamais connu. Et là, pourquoi c'est intéressant? Bien parce que la question de savoir si Israël est isolé à l'international ou pas, c'est une question politique interne. C'est un clivage très sensible en Israël. Question qui fait clivage. C'est-à-dire que plus on est à gauche et plus on s'inquiète d'un possible isolement israélien, plus on est à droite et moins on s'en inquiète. C'est-à-dire qu'à droite, la plupart des discours de droite ne vont pas forcément nier les problèmes liés au boycott ou à l'isolement. En revanche, à droite, on s'en inquiète moins et c'est à gauche qu'on trouve un discours extrêmement anxiogène sur la place, sur la force relative d'Israël à l'international. Or, j'imagine qu'on va en reparler dans quelques minutes, mais à tort ou à raison, les Israéliens créditent Benjamin Netanyahou du succès diplomatique récent.
Voilà, alors c'est ça, parce que en fait, et on a toujours le sentiment, parce que Benyamin Netanyahou utilise ce type de discours dans lequel il vante les mérites de l'État d'Israël, le fait que l'État d'Israël est aujourd'hui courtisé par les pays émergents. Il l'a déjà dit à l'ONU, je crois que ça fait la deuxième année qu'il insiste sur ce narratif, mais là, contrairement à l'ONU, ce n'était peut-être pas dirigé vers la communauté internationale, même si c'était des responsables américains, Ouais. mais c'était avant tout dirigé vers l'opinion publique israélienne dont qu'il a besoin de consolider derrière lui, c'est cela? Tout à fait. L'adresse aux Israéliens, c'est très fréquemment dans un discours politique, et on parle de multiples adresses. Il est évident qu'on ne s'adresse pas uniquement aux gens qui sont présents dans la salle. Ce discours était diffusé en direct sur plusieurs médias israéliens. Et l'adresse aux Israéliens hier était même explicite, évidente, puisqu'en plein discours prononcé en anglais, il faut le souligner, en plein milieu du discours, Benjamin Netanyahou a pris le soin de s'arrêter et de préciser, je vais maintenant parler quelques mots en hébreu, de façon à ce que il l'a pas dit explicitement de façon à m'adresser à mon public, mais c'était clair. Et c'était concernant les menaces les menaces d'attentat contre un avion australien. Donc ça, il a donné la nouvelle qui avait été annoncée déjà quelques heures auparavant. Il l'a dit en anglais, puis il l'a dit en hébreu. Donc ça, l'adresse au public israélien est très claire. Par ailleurs, discours électoral, pourquoi? Parce qu'il faut aussi tout simplement replacer ce discours dans son contexte, ou plutôt dans son calendrier. Les élections auront lieu, quoi qu'il arrive, maximum courant 2019, c'est-à-dire dans un an, c'est rapide. Et donc, une campagne qui, quoi qu'il arrive, commencera certainement déjà fin 2018. C'est-à-dire que mise en examen ou pas mise en examen, quelle que soit l'issue des affaires, on s'approche de toute façon des élections. Le terme de son mandat, c'est 2019. Donc, ce discours il faut comprendre ce discours aussi dans cette optique. Et par ailleurs, ce qu'il faut bien comprendre sur cette idée d'isolement d'Israël, c'est pas simplement quelque chose dans l'air du temps dans le débat israélien. Ça a été un argument électoral, notamment de gauche ou de centre-gauche, très très marqué en 2015 lors des dernières élections. Très marqué dans le sens où on a vu notamment celle qui a agité le plus cet argument-là contre Netanyahou, c'était Tzipi Livni, pas seulement dans son alliance avec Yitzhak Herzog, Parti travailliste, Avoda, ils ont fait une alliance, je vous rappelle, avec Tzipi Livni, qui appelait l'Union sioniste, et cette idée de l'isolement d'Israël était un des principaux arguments. Il faut bien l'avoir en tête, ça. Par ailleurs, hier, d'une certaine manière, Benjamin Netanyahou, s'il a parlé exclusivement s'il a vanté exclusivement les succès commerciaux, technologiques, diplomatiques d'Israël, c'est dans un premier temps pour répondre ça s'inscrit dans le cadre de ces critiques qui existent depuis plusieurs années, et c'est pour préparer déjà les prochaines élections qui auront lieu. De ce point de vue-là, la perception des Israéliens eux-mêmes a peut-être changé. C'est-à-dire que là ici, moi je fais pas de géopolitique, je ne dis pas dans quelle mesure c'est vrai ou c'est faux. En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'Israélien moyen se sentait peut-être plus isolé dans les années 2012-2013 qu'aujourd'hui. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses, notamment le changement de présidence aux États-Unis. Notamment, je vous rappelle qu'en 2013, Israël était sur le point peut-être, c'était la crainte, de perdre un de ses principaux alliés de la région, l'Égypte, avec Morsi au pouvoir. Et depuis qu'Al-Sisi est là, c'est très différent. On suivait aussi avec la Turquie, les relations se sont largement dégradées à cette époque-là, en 2012-2013. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que depuis, il y a eu de nombreuses visites qui ont été assez médiatisées, comme celle de l'Inde du Premier ministre indien, par exemple. Il y a les relations avec l'Afrique qui se développent et qui sont également très médiatisées. Donc, sans entrer là dans une analyse de relations internationales, c'est clair, c'est que dans une analyse de perception, je pense que l'Israélien moyen aujourd'hui crédite Netanyahou de succès diplomatique. Et tout le discours hier de Benjamin Netanyahou s'est articulé sur ce point-là. Il a été... D'ailleurs, la seule mention que l'on peut faire l'éventuelle mention que l'on peut faire de ces affaires judiciaires, eh bien, c'est la dernière phrase qu'il a prononcée en disant « On se reverra l'année prochaine ». Ça veut dire « Je serai bien là encore dans un an ». Tout à fait. Tout à fait. De ce point de vue-là, il a certainement lu les sondages. Oui. Ça aussi, c'est intéressant. Des sondages qui
d'une certaine manière, très souvent quand on analyse le phénomène Netanyahou, beaucoup d'analyses se focalisent sur Netanyahou lui-même ou sur sa rhétorique, justement. C'est une erreur. Les sondages peut-être montrent à quel point il y a une concordance de vues entre les perceptions du réel, on va dire, entre le Premier ministre et une majorité d'Israéliens. Je m'explique. Les sondages, de première vue, sont contradictoires. D'un côté, on a 50% des Israéliens qui aimeraient voir le Premier ministre démissionner à cause des affaires. Oui. Et la minorité Oui, c'est difficile à expliquer ces sondages-là. On a effectivement moitié-moitié d'Israéliens qui voudraient voir Netanyahou démissionner, mais en même temps, on voit au niveau du Likoud, les sondages font état d'un renforcement du Likoud. Exactement. Comment expliquer cela ? A priori, peut-être, alors c'est une hypothèse, il faudra l'affiner avec les sondages à venir, mais il est possible que c'est précisément ce qui est salué ici, ou ce qui est récompensé dans les sondages, c'est précisément la politique de Netanyahou, et pas Netanyahou lui-même. Oui. C'est-à-dire que le Likoud, dans les sondages, c'est pas Netanyahou forcément, mais c'est le Likoud, le parti Likoud qui lui-même s'en trouve soit dans certains sondages renforcés, avec quelques pièges, soit au minimum n'est pas affaibli. Ou s'il est dans un sondage, je crois, il y a quelques jours, il est affaibli d'un mandat seulement. Ce qui veut dire, on va dire pour l'opposition de gauche qui s'efforce de destituer Binyamin Netanyahou par tous les moyens, l'avenir n'est pas particulièrement rose. Là-dessus, je me prononcerai pas dans le sens où, après, chacun est dans son rôle ici. L'opposition, c'est le rôle de n'importe quelle opposition d'essayer de faire tomber, de profiter de certains. La droite aurait fait pareil si la gauche avait été, à mon avis, de toute façon, empêtrée elle aussi dans ce genre de scandale. En revanche, ce qui est vrai, et ça se mesure, c'est qu'il faut pas sous-estimer le degré de défiance de beaucoup d'Israéliens vis-à-vis des médias. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est un phénomène qui n'est pas propre à Israël. Ce qui veut dire que si cet électeur de base, quand je dis de base, c'est rien de péjoratif, je veux dire électeur moyen, électeur Memouta, électeur moyen. Oui. Si cet électeur a le sentiment que certains journalistes adoptent des positions anti-Netanyahou trop marquées, ben cet électeur pourrait avoir tendance à se braquer. Mm-hmm. Et la crise de confiance, ça on peut faire un lien avec la crise de confiance, la crise démocratique, la crise de la représentation générale qui existe dans toutes les démocraties. Et c'est vrai de ce point de vue-là qu'une couverture médiatique qui paraîtrait trop défavorable à Netanyahou, au final pourrait lui servir, dans le sens où certains électeurs pourraient se braquer. Et de ce point de vue-là, ce qui est intéressant aujourd'hui dans le paysage médiatique israélien, c'est que c'est extrêmement diversifié. Peut-être plus que ça ne l'a été auparavant. Mm-hmm. Donc là, vous avez un très très large échantillon, un spectre très large des idées, des présentations, des manières de dire les choses, avec de nouveaux médias qui sont apparus il y a peu. Oui. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant. C'est intéressant, effectivement. Eh bien, David Klezewski, merci beaucoup de nous avoir éclairés donc sur ce discours de Binyamin Netanyahou et également sur la constellation, on va dire, politique actuelle. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne journée. Shalom. Merci à vous. Voilà, il est 8h25 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une petite pause et tout de suite après, Eliana Gurfinkel et sa chronique Un jour, notre histoire, qui apparemment est consacrée à David Marcus ce matin.